Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'heure des réactions suisses après la décision de la Belgique. Les Belges ne sont plus autorisés à se rendre dans la région lémanique en raison du Covid. Certains commentaires sont très vifs. On entendra en direct le conseiller d'État genevois Mauro Poggia. L'épouvantail pour tous les États, c'est le risque d'un reconfinement. On verra comment les jeunes réagissent aux alarmes de ce week-end et comment se déroulent les fêtes privées. Dans ce contexte, nous avons vécu un 1er août inédit et pourtant la fête a eu lieu malgré tout. Certains feux d'artifice, par exemple, ont été maintenus. Il y a eu aussi cette visite spéciale au Parlement. Au lieu des grandes foules, quelques personnes étaient reçues par la première citoyenne du pays. Elle est avec nous, c'était vous, Isabelle Moret. Vous parlerez de ce 1er août hors norme. Dans ce journal aussi, on verra un beau symbole de renouveau. Le nouveau pont de Gênes sera inauguré demain. La construction comporte un monument au souvenir des 43 victimes. Et puis ces images de l'été 2019, à la fois si loin et si proches avec l'accélération des événements, on verra quelques scènes qui font revivre toutes les émotions partagées. Rappelez-vous, les premiers temps de l'épidémie avec cette espèce d'affolement entre les États, tout le monde s'arrachait les masques, les décisions se prenaient en ordre dispersé. Il y a un peu de ça aujourd'hui dans cette tension soudaine entre la Belgique et la Suisse. Regardez le document qui a créé l'émoi. On le voit en bas, la Belgique classe la zone lémanique en rouge et les réactions sont extrêmement vives. Florence Wustiner, Julie Conti. La nouvelle a été annoncée hier par la télévision belge. Les vacances compromises de ces Belges qui avaient choisi de passer leurs vacances en Suisse. Le gouvernement a placé plusieurs zones européennes sur liste rouge, la Roumanie, la Bulgarie, des régions de France et d'Espagne, mais aussi en Suisse, les cantons de Genève, de Vaud et du Valais. Les voyageurs n'ont plus le droit de s'y rendre et ceux qui en reviennent doivent se soumettre à une quarantaine et à un test de dépistage. La sentence a été immédiate. Irène Hirschi devait louer son appartement de Vezona à des touristes belges. Hier soir, j'ai reçu un mail vers 9h15 de la part de la plateforme de réservation, comme quoi le séjour d'une famille belge, 2 enfants, un chien, qui devait venir pour 15 jours, qu'elle avait été annulée. Et je trouve ça juste un petit peu déplorable. Pour Irène Hirschi, ça représente une perte de 2000 francs en pleine saison touristique. Le conseiller d'État valaisan Christophe Darbelay est monté au créneau. Il juge la décision belge choquante. Les chiffres valaisans montrent que la situation est actuellement sous contrôle. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais cette décision est absolument infondée. La Confédération a demandé à la Belgique de s'expliquer sur les critères qui ont mené à ce calcul et à cette décision. Rappelons que le Tessin, placé lui aussi sur liste rouge mi-juillet, avait pu faire annuler cette décision. La nouvelle a pris de court les nombreux touristes belges déjà présents en Suisse. Pour cette famille venue de Liège passer des vacances à Nanda, c'est l'incompréhension. On trouve que le climat est beaucoup plus serein ici par rapport à chez nous en Belgique. Il y a moins de psychose, le masque est moins obligatoire. Apparemment, quand même, les chiffres sont meilleurs que chez nous. Donc, on ne comprend pas, en fait. Ce matin à Genève, le vol en provenance de Bruxelles était encore pratiquement plein. Mais pour ces touristes, c'est le retour qui s'annonce compliqué. On l'a entendu ce matin, il était trop tard. Je m'inquiète pas trop parce que voilà, je me dis, si on fait attention, il n'y a pas de problème, c'est juste pour le retour, quoi. Parce que si c'est sur liste rouge, il faut voir s'il y a encore des vols qui seront prévus, etc. C'est juste un peu ça la question là maintenant. Un autre avion doit atterrir ce soir en provenance de Bruxelles. Ce pourrait être un des derniers de l'été. Et la question de fond est de savoir si le point de vue belge est exagéré ou si au contraire il éclaire une réalité du risque en Suisse. On va entendre la voix de la Belgique. Son ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, répond à Anne Delette. Par rapport au cas particulier de la Suisse, les critères qui ont été appliqués sont les mêmes d'ailleurs que pour le reste de l'Europe par cet organisme appelé le Ceneval. 3 éléments principaux. Le premier, c'est le nombre de contaminations pour 100 000 habitants. De 0 à 20, c'est vert. De 20 à 100, c'est orange. Au-delà de 100, c'est rouge. Deuxième critère, c'est le nombre de tests qui sont
effectués dans les pays, parce qu'effectivement, si on fait beaucoup de tests, forcément, on a beaucoup de contaminations relevées, donc c'est un critère de pondération. Et le troisième élément, c'est la comparaison des mesures sanitaires prises dans le pays en question, pour faire en sorte que tous les efforts qui sont imposés ici en Belgique ne soient pas anéantis éventuellement par des règles qui seraient peut-être plus souples. Il ne s'agit pas de juger la qualité des règles dans les différents États, il s'agit juste pour la Belgique d'avoir une cohérence entre les règles qui sont imposées chez nous et les règles qui sont suivies à l'étranger. Mais qu'est-ce qui vous inquiète finalement particulièrement en Suisse? Il y a des éléments additionnels qui viennent évidemment s'ajouter à l'analyse. Par exemple, j'apprends que dans certaines régions de Suisse, les boîtes de nuit restent ouvertes et donc accessibles, ce qui chez nous est totalement interdit depuis le début de la crise. Je sais que les Belges adorent aller en Suisse et donc on est vraiment très très désolé de la situation. Mais pour le moment, c'est le critère sanitaire qui prime. Mauro Poggia, bonsoir. Bonsoir. On n'aime jamais être jugé par l'extérieur, mais ici les Belges avaient un peu raison. Oui et non. D'abord, il faudrait comprendre sur quelle base, finalement, on pose les critères. Je rappelle que la Belgique a une situation qui ne va pas bien, puisqu'elle a pratiquement doublé son nombre de cas journaliers d'une semaine à l'autre par rapport à la dernière semaine. C'est un pays dans lequel, vous le savez, dans les rues très fréquentées, on doit même porter le masque à l'extérieur. Donc, il est assez paradoxal de pointer du doigt la région lémanique, d'autant plus globalement avec un Valais qui a une situation qui n'est pas comparable à celle d'un canton urbain comme Genève. On se rappelle les premiers temps de la crise, les Allemands qui voulaient bloquer nos masques, des scènes vraiment de concurrence entre les États. Est-ce qu'il y a un petit retour de panique? Je crois qu'il y a beaucoup d'émotionnel, on le sent bien. Et dans les décisions qui sont prises, parfois, il y a un message que l'on veut donner à sa population, lui faire comprendre qu'on maîtrise le sujet. C'est vrai, bien souvent, mais parfois, effectivement, le fait de placer en opposition des populations par rapport à d'autres est un moyen politique aussi de soutenir sa propre action. Il y a eu ce tweet très étonnant de l'OFSP il y a quelques heures, vraiment qui fait son mea culpa, qui dit « Les clubs et les restaurants ne sont pas les principales sources d'infection ». En juillet, l'OFSP présente ses excuses pour l'affichage erroné des lieux de contamination. On se dit vraiment, quand on lit ça, qu'en réalité, on navigue un peu à l'aveugle. Bon, d'abord, il est bon de reconnaître ses erreurs. Il n'est pas bon d'en faire dans ce domaine, surtout compte tenu des décisions qui peuvent être prises. Je voudrais quand même rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Genève a pris des décisions de fermeture des boîtes de nuit sur la base des chiffres genevois contrôlés à Genève et non pas sur la base des chiffres de l'OFSP. Monsieur le conseiller d'État, merci. Vous donnez l'exemple de Genève, mais le reste de la Suisse fonctionne un peu différemment. Ce reportage avec la grande question, est-ce que la fermeture des discothèques déplace le problème? C'est le reportage de Jon Burvinson, Damien Rossini et Hélène Joachim. Terminé les sorties en boîte de nuit à Genève et pourtant la fête continue. Début de soirée tranquille au bord du Rhône. Pour ce groupe d'amis, la fermeture des discothèques suscite le débat. C'est un peu hypocrite quand même parce que tu as plein de trucs qui sont autorisés, tu en as d'autres qui ne le sont pas. Tu peux aller dans des centres commerciaux, tu veux être groupé, mais par contre, tu n'as pas le droit de faire un concert. Si tous ces lieux-là ferment, les gens ils vont aller où du coup? Les parcs, tout va être blindé en fait. Ça sera... oui, donc en fait ils ferment les boîtes de nuit, mais au final, est-ce que ça déplace pas le problème? C'est clair, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura blindé de rave et de soirées dans des forêts où les gens vont pas du tout faire attention. Donc c'est clair qu'à ce niveau-là, déjà, il y en a déjà pas mal. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y aurait du sens à, par exemple, mettre en place des lieux où tu peux organiser des choses qui sont contrôlées, tu vois. Même constat pour Sylvain, fermer les boîtes de nuit était nécessaire, mais ne fait que reporter le problème. Pour ce graphiste de 31 ans, il faudrait prendre des mesures plus radicales, comme l'interdiction des rassemblements. Je pense simplement qu'on a besoin d'interdiction ici. Il faut qu'on ait des règles qui soient posées. J'ai pas envie de rester à la maison en sachant qu'il y a des personnes qui sortent dehors et qui profitent sur des pontons en me disant « Ah, je me limite pour les autres ». Non, c'est hors de question. Chacun cherche des solutions pour animer son samedi soir. David et ses colocataires poursuivront la soirée chez eux, alors que Salomé et ses amis hésitent à sortir en boîte de nuit à Lausanne. On va se débrouiller pour faire un petit truc, mais bon, globalement, c'est difficile. Difficile mais pas impossible, la soirée continue dans la nuit et les rassemblements se multiplient. Ambiance festive au bord du lac, Ediga fête ses 26 ans avec ses proches. Nous sommes dans la pandémie, tout ça, mais on fait comme on fait en adaptation. Et rester avec ses amis serait donc pour eux la solution pour limiter les risques. On est avec des gens qu'on connaît, on peut porter avec eux, on sait qu'ils n'ont pas le corona, tout ça, on check. Non mais on n'est pas sûr qu'ils n'ont pas le corona. Oui, c'est dangereux, mais d'un côté, il n'y a pas le choix. Parce que vu qu'il fait chaud à la maison, donc en gros on est obligé de sortir, prendre un peu d'air, respirer un peu. Respirer, espérer que les nouveaux cas positifs cessent et attendre la réouverture des lieux de fête prévue au 23 août. Voilà la fête qui a été contrainte, et elle a eu lieu quand même. Les solennités, les bals, les raclettes à gogo, une partie des feux d'artifice ont été maintenus. Image commentée par Philippe Hugassi.
Commençant par le Valais, d'habitude tiré depuis la ville de Sion, les feux cette année sont partis depuis les coteaux. Pas de musique, pas de discours ou de rassemblement, Covid oblige. Tout le monde s'en souviendra, oui. Après, est-ce qu'ils étaient très différents des autres années? Ça, je ne sais pas, mais au final, tout le monde s'en souviendra, oui. À Lausanne, les célébrations ont eu lieu en format réduit. Les participants se sont inscrits à l'avance. Pas de feu d'artifice. Les festivités ont tout de même rassemblé 600 participants avec la présidente de la Confédération en invité d'honneur. L'hymne national, lui, a été chanté avec ferveur. Plus tôt dans la matinée, la présidente avait donné rendez-vous sur la prairie du Grutli à 150 personnes triées sur le volet. Elle a rendu hommage à tous ceux qui ont fait en sorte que la Suisse n'arrête pas de fonctionner pendant la pandémie. On voit que beaucoup de choses étaient différentes ce 1er août. Exemple, la visite traditionnelle du Parlement. C'est d'habitude un grand événement populaire. Pour une fois, il a fallu se limiter à quelques personnes. Les lieux historiques de la démocratie suisse ont plus visités sous la houlette de la première citoyenne du pays, Isabelle Moret, présidente du Conseil national, était une des figures de ce 1er août 2020. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir. Quelles leçons vous tirez de ce 1er août, cette espèce de résistance suisse ? Je suis très fière de mon pays, aussi très fière des Suisses, parce que nous avons traversé cette crise sanitaire aiguë, et maintenant nous continuons à être responsables et solidaires. On voit qu'en général, les règles, les recommandations sont bien suivies, la distance ou le port du masque, et donc nous devons continuer de cette manière pour la suite, parce que nous préparons maintenant la rentrée, et c'est les mesures que l'on prend maintenant qui vont décider à quoi ressemblera notre rentrée scolaire. Qu'est-ce que ça dit de la Suisse d'après vous? Le Rösti-Graben, par exemple, c'était très frappant. Il a été très fort. Et en même temps, ça marche. Il n'y a pas de crise politique, on coexiste et ça continue. C'est juste, le premier canton touché, c'était le Tessin. Ensuite, c'était nos cantons romans. Et puis, peut-être que le Conseil fédéral est intervenu un brin tard pour les cantons romans, mais ça a permis d'avoir toute la Suisse qui soit en fait protégée, qui a pris les mesures au bon moment. Et il y avait un peu d'incompréhension au début auprès de nos collègues suisses-allemands, mais ils se sont montrés solidaires avec nous. Et maintenant, c'est ensemble que nous pouvons avancer. Quand même, il y a eu des moments plus difficiles. Il y a cette scène extraordinaire où vous faites face à Madame Martoullo-Blocher avec la fameuse polémique sur le masque. On peut revoir cette image. Alors, avec le recul, qui avait raison? Quand on voit la presse de ce dimanche, où on voit que les autorités disaient bah, « c'est pas si important le masque parce qu'il n'y en avait pas assez », au fond, est-ce qu'on ne nous a pas un peu baladé? Alors, Madame Blocher a pu porter son masque tout au long de la session de mars et tous ceux qui ont souhaité le faire ont pu le faire. Et c'est clair qu'une des premières demandes du Parlement, ça a été plus de masques et plus de tests. On l'a dit en commission et on l'a redit lors de la session de mai. Et je pense que la commission de gestion du Parlement va nous faire un joli paragraphe sur cette question-là. Ah oui, parce que la communication n'a pas été très claire sur ce sujet. Vous n'allez rien lâcher? C'est le rôle du Parlement de vérifier ce qu'a fait le Conseil fédéral et de manière globale. Franchement, il a bien travaillé pendant cette crise sanitaire. Bien sûr, on peut toujours améliorer et surtout, on peut tirer les conséquences pour cet automne et cet hiver. Madame la Présidente, merci. Merci. À l'étranger, c'est un symbole de renouveau. Le nouveau pont de Gênes sera inauguré demain. La construction comporte un monument en souvenir des 43 victimes. Notre correspondante en Italie, Valérie Dupont, a pu se rendre en avant-première sur le viaduc. C'est le grand format de ce journal. À 45 mètres de hauteur, voici la vue que les automobilistes découvriront en traversant le nouveau pont. Une carte postale du port de Gênes, visible au travers des parapets en verre. Pour les ouvriers, ce sont les dernières heures de travail et pour la première fois depuis le début du chantier, l'architecte Renzo Piano monte sur le viaduc. Ce pont a été construit par 1184 personnes. Alors, si on considère qu'il mesure un peu plus d'1 kilomètre de long, on peut considérer que chaque ouvrier a construit 1 mètre du pont. À 82 ans, l'architecte génois a dessiné un grand vaisseau blanc. Un pont minimaliste par respect, dit-il. Il ne pourra pas faire oublier la tragédie. Et c'est un lourd héritage d'être fils d'une tragédie. Car un pont n'a pas le droit de tomber. Et pour le faire durer pour toujours, il doit être aimé. Alors j'espère que mon pont sera aimé. Moins de 2 ans séparent ces images. Le pont brisé qui s'effondre un jour de déluge, prenant la vie de 43 personnes. Depuis, la ville a vécu au rythme de la tragédie.
L'été dernier, la destruction à la dynamite des restes du viaduc et ensuite une année seulement de reconstruction du jamais vu en Italie. L'entrepreneur Pietro Salini estime que ce chantier est le modèle pour relancer le pays. C'est cela le modèle de Gênes, avoir envie de faire les choses et les réaliser. C'est le seul moyen pour donner un élan à la réalisation des grands chantiers, imposer une approche culturelle différente. Je me trouve donc ici sur le viaduc qui sera inauguré dans les prochaines heures et qui s'appellera le pont Saint-Georges. Alors c'est vrai que la construction de ce pont a été très rapide, un peu plus d'1 an. C'est vraiment très court pour un pont de cette dimension. Et les familles des 43 victimes espèrent maintenant que le procès qui devrait s'ouvrir l'année prochaine ira aussi rapidement que la reconstruction. La justice est la seule chose qui pourra nous rendre un peu de paix. Notre douleur, personne ne l'effacera. Mais nous rendre la paix, oui. Giovanna a perdu son ex-mari, le père de son fils. Et comme les autres parents des victimes, elle a refusé d'assister à l'inauguration. Il a été reconstruit sur les ruines d'un pont qui s'est écroulé à cause de négligence, à cause de personnes mesquines qui n'ont pas fait leur travail et qui ont gagné de l'argent au mépris de la vie de 43 personnes. Il ne peut pas devenir le pont de la Renaissance. Sous le viaduc, les immeubles ont été démolis, beaucoup d'habitants sont partis. Le président du comité de quartier reconnaît que repasser là-haut sera traumatisant. Chaque fois que nous passerons, nous penserons à la tragédie, nous penserons aux 43 victimes et cela, nous ne devrons jamais l'oublier. Car c'est vrai, il y a l'inauguration, mais honnêtement, il n'y a rien à célébrer. Pour certains, le pont Saint-Georges est le symbole d'une Italie gagnante. Pour d'autres, le souvenir d'un drame. Mais le traversé ne laissera plus jamais personne indifférent. Retour en Suisse après le semi-confinement. Beaucoup d'entre nous ont envie de retrouver le contact avec la nature. Cela se fait notamment par le camping, y compris le camping sauvage. Le reportage est signé Mathieu Opliger et Anna Silva. Alain Chance connaît le creux du vent comme sa poche. Ah, il y a une tente là-bas. Depuis 5 ans, il surveille le site et tous les jours, il vient réveiller des campeurs au petit matin. Il y a longtemps que des gens sont venus passer quelques nuits au creux du vent. Mais là, c'est vraiment un phénomène qui se développe, notamment les périodes de chaleur aussi. Mais c'est vrai que c'est un problème pour la faune. La faune, elle a besoin aussi d'être tranquille la nuit parce qu'il y a beaucoup de monde ici la journée. Donc même la nuit, quand il y a du monde, donc souvent avec des feux ou même parfois la musique, franchement, c'est pas top. En Suisse, aucune loi fédérale ne régit le camping sauvage. Même si la pratique est plutôt tolérée, certains cantons ou communes l'interdisent et n'hésitent pas à sanctionner. Le mot d'ordre, se renseigner avant de poser sa tente n'importe où. On a vérifié les panneaux et nous n'avons pas vu de signal d'interdiction. Donc nous avons pensé que c'était OK. On a juste vu qu'on ne pouvait pas faire de feu. Ce couple est prié de ranger ses affaires rapidement car il se trouve à la frontière d'une réserve naturelle. Sur ce genre de site, camper est strictement interdit. Le camping sauvage, c'est aussi des vannes garées n'importe où, un phénomène en hausse cette année. Plusieurs cantons romans comme le Valais, Fribourg et Neuchâtel ont mis à disposition des zones de stationnement supplémentaires. Cette année, on a été confrontés, je dirais, à une nouvelle clientèle. C'est ces Suisses qui se sont dit c'est l'occasion de rester en Suisse cette année, de louer un camping-car pour voir comment ça se passe. Et c'est à ces personnes-là vraiment que ces aires d'accueil supplémentaires s'adressent pour éviter justement qu'elles se trouvent un peu coincées et aller n'importe où. Malgré ces mesures, des associations de protection de la nature tirent la sonnette d'alarme. Selon elles, le boom du camping sauvage met en péril une faune et une flore déjà fragiles. En football, le Lausanne Sport a reçu cet après-midi son trophée de champion de Challenge League. Pour son dernier match de la saison, les Vaudois ont battu Ville 5-3. Et puis Vaduz termine à la 2e place du classement, synonyme de barrage pour la promotion. Les Liechtensteinois affronteront soit Thun, soit le FC Sion qui joue demain à Genève. Nous poursuivons notre série Souviens-toi l'été dernier, 2019 qui paraît si loin quand on voit tout ce qui a changé. Regardez quelques scènes qui font revivre les émotions partagées à l'époque. On écoute Raphaël Guillet. Des émotions et des larmes dont on ne savait ce jour-là si elles exprimaient la tristesse, la joie, la reconnaissance ou les trois à la fois. Célébrez avec nous. Célébrons. Une dernière dont tous les participants se souviennent 12 mois plus tard, à commencer par l'abbé président. Tout le monde, les figurants, mais aussi le public, sait que c'est la dernière.
Et tout le monde se libère, tout le monde donne le meilleur de lui-même. Pardonnez-moi, c'est le dernier jus de la pressée qui est sans doute le meilleur. On est tous extrêmement émus de dire que cette aventure humaine a une fin. C'était au bord du précipice, c'est la fin, mais il faut qu'on se donne un max, et puis on a envie de se donner un max, et puis on s'en fout d'en enlever nos masques, et puis voilà quoi, on profitait, on a eu un monstre plaisir. C'est un grand souvenir, un grand moment d'émotion, et d'ailleurs, lorsque le plan incliné descend et qu'avec la petite Julie, on va monter pour arriver au milieu des arènes, de voir tous ces spectateurs, on sentait cette émotion collective. Et pour moi, c'était un moment vraiment très émotionnel parce que la plupart des acteurs figurants disaient au revoir à la fête des vignerons, mais moi, à mon âge, je disais adieu. Raoul, pourquoi tu pleures quand tu chantes? Peut-être parce que je sais, la vie va trop vite. Et oui, 4 fêtes des vignerons déjà pour Raoul Coillard, comme le savent les clients de sa buvette d'alpage. Souhaitons-lui une 5e à 99 ans si la confrérie parvient à réunir le budget de la prochaine dans 20 ans. Voilà, c'était le dernier sujet que vous présentiez, Darius Rochebin, votre dernier 19h30, puisque vous nous quittez ce soir. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous poser cette question. Comment vous vous sentez? À vrai dire, je ne sens pas de séparation. Donc, j'ai l'impression que ça continue parce qu'on est en 2020 et que là, on pourra toujours continuer. Je reste très attaché à la RTS, très attaché à la Suisse. Continuer à échanger des interviews, des moments de télévision, toujours. Donc, c'est vrai qu'on n'a rien vu ce soir. Hein. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Pour l'instant, je ne sais pas si en mettant la main comme ça tremble un peu. Ça tremble un petit peu. Alors, je sais que vous préférez être celui qui pose les questions. Oui. Mais ce soir, vous allez être notre invité pour quelques minutes, puisque nous allons revenir sur votre parcours, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est 25 ans de télé, c'est 25 ans de TSR, de RTS. Hein, vous êtes rentré en 1995. Et puis en 1996, vous présentez déjà votre premier TJ Nuit, puis bien sûr le 19h30. Alors je vous propose de revoir quelques moments forts de ces 25 ans, des moments qui ont été sélectionnés par Christophe Schenk. Mesdames et messieurs, bonsoir. La vache folle continue de faire la une de l'actualité européenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. La vigne de Farinet a un nouveau propriétaire. Le Dalai Lama l'a reçu des mains de l'abbé Pierre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce mercredi 5 novembre. La date restera dans les mémoires. L'expression est de Barack Obama lui-même. Un enfant ou non bizarre, disait-il, qui devient président des États-Unis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la bataille décisive qui est engagée contre le coronavirus. C'est la mort du secret bancaire pour les uns, un bon compromis selon les autres, en tout cas étape historique. Ce soir, journal spécial pour rendre compte de l'événement. Nous serons en direct aux États-Unis, au Pakistan, les réactions, les menaces de représailles. Volinsky et Cabu en étaient des figures. Un homme de 80 ans, un autre de 76 ans, tombé sous les balles des terroristes. Bonsoir, c'était Johnny Hallyday, cette voix qui a accompagné plusieurs générations. Il a dormi 3 petites heures et il doit déjà accomplir ses obligations de vainqueur. Stanislas Wawrinka, comme le veut la tradition, se prêtait à la séance photo et à la conférence de presse. C'est le personnage du jour. Le Vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale. Merci beaucoup. Vous faites très bien. Alors, vous avez la pédale du prompteur. Non, attention, les lunettes aussi. Toute la rédaction vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous et à lundi. Voilà. Merci beaucoup de votre amour. Voilà, Darius Rochebin, on voit qu'il peut se passer plein de choses sur ce plateau. Alors, vous avez présenté près de 4000 journaux télévisés. C'est plus de 20 ans de grands événements que vous avez racontés, décryptés. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce rôle de présentateur ?
Vous savez, présentateur, c'est un rôle un peu contraint. En réalité, on a une oreillette. Je crois que je peux enlever mon oreillette maintenant. Oh, je sais pas. Comment? On a une oreillette, on a une pédale du prompteur sous la table pour faire défiler le prompteur. Enfin, tout ça fait que vous êtes contraint. Et puis surtout, il faut être un peu en retrait de l'actualité parce que c'est quand même l'actualité qui domine et pas vous. Moi, j'ai essayé de jamais être cabotin. J'arrive pas, tant pis. J'ai essayé de jamais être cabotin, c'est-à-dire les petits clins d'œil, etc. Je pense qu'il faut toujours éviter ça. Et en même temps, il y a un lien qui se crée avec les années. Et je dois dire que les messages reçus ces derniers jours m'ont beaucoup touché pour ça. Il faut dire que vous partez à un moment particulier puisque ces derniers mois, on a vécu des moments très intenses au sein de la rédaction. On se souvient notamment de ce fameux week-end de la mi-mars où tout a basculé. Comment est-ce que vous avez perçu votre rôle? Est-ce que vous avez eu plus de pression durant cette période-là? Oui, bien sûr. C'était la force du travail en rédaction qui était... Voilà, il y avait tout à coup quelque chose qui se passait chez nous et qui vraiment était un événement planétaire. Et puis en même temps, il y avait une particularité suisse, c'est-à-dire ce côté très pragmatique, parfois un peu terre-à-terre, mais qui est en même temps une force extraordinaire de la Suisse quand on compare à certains de nos voisins où c'est très vite plus théâtral et plus polémique. Plus théâtral, plus polémique. Vous allez connaître ça puisque vous allez en France. Ça, c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous attire? En réalité, quand on est journaliste, où qu'on soit, ça ne change rien. Moi, je suis pour la pratique d'un journalisme très objectif. En 25 ans de télévision, j'en ai reçu des courriers qui disent « Ah, vous êtes plutôt pro-palestinien, pro-israélien, pro-UDC, pro-PS ». Je ne crois pas. Je crois qu'on peut défendre la démocratie de façon extrêmement ferme, même la démocratie de façon très forte, et en même temps pratiquer un journalisme vraiment, absolument objectif. Quelque chose que vous aimez particulièrement, c'est votre marque de fabrique, c'est l'interview, plus particulièrement la grande interview que vous avez réalisée, des grandes interviews que vous avez réalisées pour le 19-30, mais aussi pour l'émission Pardonnez-moi. Alors, c'était difficile de choisir quelques extraits, tant il y en a. Pourtant, Christophe Schenk a fait cet exercice et je vous propose de découvrir quelques extraits des grandes interviews. C'est quoi la petite phrase sous Mikhail Gorbatchev? Comment il faudra vous définir? C'était un homme bien, un homme sûr, qui voulait faire beaucoup pour les gens. Il a réussi beaucoup, mais beaucoup de choses qui ne lui ont pas réussi. Mais il y a des phrases magnifiques, elles sont souvent politiquement incorrectes. La plus célèbre, c'est quand même les cons ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est vrai. Voilà. Celle-ci... Et alors, sur la scène... Elle se confirme toujours. Mais on peut... Sur la scène internationale, ça se malgré confirme. tout, sur la scène internationale, ça se confirme? Oui, mais on peut avoir... Vous avez des exemples? On peut prétendre à l'audace sans connerie. Ouais. Les Américains déploient beaucoup de moyens pour vous suivre, pour vous écouter. La conversation que nous tenons maintenant, elle est écoutée d'après vous? Celle-ci actuellement? Oh, c'est presque sûr. Nous connaissons l'existence des équipes de surveillance dans les bâtiments en face. Il y a ceux qui disent, après tant d'années de pouvoir, Monsieur Poutine est devenu fou. Et vous, au terme de notre interview, je vous parais fou? En tout cas, vous souriez, contrairement aux préjugés. Jean-Luc Godard n'est pas le seul à filmer comme il respire, mais c'est lui qui respire le mieux. Vous vous souvenez de cette citation? Non. Il est rapide comme Rossellini, malicieux comme Sacha Guitry, musical comme Orson Welles, efficace comme Hitchcock, profond comme Ingmar Bergman et insolent comme personne. Oui, insolent peut-être. Oui. Insolent, ça vous va? Insolent, oui. Pour vous, l'autisme a changé quoi? L'autisme vous a donné quelle force? Ça me rend différente des autres. Je pense différemment. Je pense hors du cadre habituel. Et sans cela, je n'aurais pas eu le temps ni l'énergie pour passer des milliers d'heures à lire tous ces faits. J'avais des intérêts particuliers. C'est une leçon humaine, pas que pour les sportifs. On peut se changer. Moi, je pense que oui. Beaucoup vient de la tête, le caractère, le mental, la force du mental. Je pense vraiment beaucoup à ça. La grâce du débutant, on arrive à la retrouver, même au 100e ou 140e film. C'est ce qu'il faut chercher à retrouver. C'est une fraîcheur, en tous les cas. Comment est-ce essayer d'être le plus disponible possible, le plus ouvert possible. Comment, je ne sais pas, mais c'est un état d'esprit qu'il faut garder toujours présent. Voilà, c'est une infime partie des interviews que vous avez réalisées, Darius Rožman. On a vu cette fameuse interview de Vladimir Poutine, c'était en 2015. C'était un sacré coup quand même, comme on dit dans la profession. Comment est-ce que vous avez réussi à l'obtenir?
C'était compliqué, et comme souvent, alors, on était dans le palais Constantin à Saint-Pétersbourg, je lui ai dit à la fin, c'est comme la prise du palais d'hiver en 17, ça a été très dur d'arriver jusqu'à vous, ça l'a fait un peu rire. Et comme souvent, les interviews, il y a des moments de sourire, et puis des moments beaucoup plus tendus. Je me rappelle en particulier, ça c'est des choses qui ne se voient pas. Il était long, ça durait, et j'avais peur de ne pas pouvoir poser toutes les questions. Et à un moment donné, de la main, discrètement, je lui ai fait, bon, ça suffit, on a compris. Et j'ai eu à regarder maman en disant, mais qui est ce petit qui ose me faire ça? Vous n'aviez pas l'air impressionné d'ailleurs. Si, on est toujours impressionné quand même, parce qu'il y a toujours une tension, on essaye d'être naturel, mais c'est toujours difficile. Alors on vous a beaucoup vu dans la rédaction, arpenter les couloirs avec votre téléphone. Ouais. C'est combien de coups de fil pour obtenir une interview comme ça? Il faut être têtu, il faut être très têtu, et puis je pense qu'il faut être curieux. Je pense s'il y a une chose que j'ai toujours essayé de faire, c'est de voir les côtés, de considérer que dans le monde, il n'y a pas des héros et des salauds, que c'est intéressant de voir, je parlais d'objectivité tout à l'heure, la diversité de chaque personnage, une Greta Thunberg qui a un côté dogmatique et froid, etc., mais qui n'est pas manipulé, qui peut être très souriante, etc. Un Poutine, quand il parle de son père, qui était à la fois un monstre des services qui réprimait la population russe et extrêmement courageux face aux nazis. Tout ça en dit beaucoup d'un personnage. Il y a une anecdote que j'adore, c'est le Dalai Lama. Dalai Lama ne voulait absolument pas d'interview. Et comme journaliste, d'abord, je l'ai attrapé par la manche et il m'a vraiment claqué. Et puis 2 minutes plus tard, j'étais dans le carré des donateurs. Et comme je suis toujours un peu encravaté, il s'est dit « Ah, mais c'est un banquier !» Et il a été adorable. Il m'a pris les mains comme ça, il m'a mis son écharpe blanche, etc. Et puis j'ai pu l'amener à la position d'interview. Et ça ne m'a pas choqué, au fond, parce que c'est normal, il a bien le droit de chercher de l'argent pour sa cause aussi. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur... Il n'y a pas de personnages, ou très peu, qui sont absolument noirs ou absolument blancs. Alors, une particularité chez vous, c'est votre impertinence. On a vu avec Emmanuel Macron, que vous dites, les cons, ça ose tout. Est-ce que ça, c'est parce que vous êtes journaliste suisse que vous osez ce genre de questions? La Suisse, ça aide, absolument. Je pense qu'il y a ce léger décalage où vous êtes un peu ailleurs. Vous n'avez pas la même histoire coloniale, les mêmes dépendances, etc. Et puis, je pense qu'on est vraiment une démocratie forte. Et si je peux retenir une leçon de ces 25 ans, qui, pour moi, est un signe d'espoir, c'est que moi, j'ai commencé en 87. Et j'ai vu beaucoup de régimes, ça commençait par l'Union soviétique, mais après, il y a eu beaucoup de régimes d'autorité, beaucoup de mouvements ennemis de la démocratie qui se disaient toujours « la démocratie, c'est mou ». Et ce sont ces régimes qui ont perdu et la démocratie qui a gagné. Vous savez, je donne toujours le meilleur manuel de journalisme, c'est les Perses d'Échille, il y a 25 siècles. Parce que les Perses regardent avec mépris Athènes démocratique en se disant c'est trop libéral, on rigole, on échange les idées, on échange les biens, le commerce est libre, c'est nous qui allons gagner. Et c'est la démocratie qui a gagné, Athènes contre les Perses. Et cette leçon-là, si ça peut continuer, il suffit de regarder la carte de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, elle en dit beaucoup sur ces pays en gris ou en noir où se livre ce combat. Et le journalisme et la démocratie, ça va vraiment ensemble. En tout cas, Darius Rochebain, il me reste à vous dire merci au nom de toute la rédaction. Un merci très sincère pour toutes ces années, pour tout ce que vous avez amené durant ces années. Votre culture, on vient encore de l'entendre, votre passion, votre curiosité, puis votre humour aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on connaît moins, mais qu'on connaît extrêmement bien dans la rédaction. Autant de qualités qui vont bien sûr nous manquer. Puis on vous souhaite bonne chance. On espère que vous allez pouvoir continuer à faire votre métier avec la passion qu'on vous connaît, qu'on vous a toujours connu dans cette rédaction. Et puis le mot de la fin, il est pour vous maintenant. Il faut conclure. Il faut conclure. C'est là où le trac. Non, bon, moi, vous avez dit merci. Effectivement, moi, le mot que j'aimerais prononcer, c'est merci, parce que je dois beaucoup à beaucoup de gens. Donc, merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'abord, à la RTS, à la rédaction, aux amis, à beaucoup de gens qui envoyaient simplement un petit message d'encouragement, parfois aussi des critiques. Les critiques, ça sert beaucoup à s'améliorer, donc merci beaucoup. Et puis, comme je le disais aussi, vous parliez de joie, c'est ce que je retiens de ces 25 années, malgré tous les malheurs qu'on peut avoir chacun dans nos vies. Et j'aimerais dire encore une fois, merci à chacune et à chacun d'entre vous, et à bientôt. Voilà. Au revoir. Suivez l'information en continu sur RTS Info.